Bonjour, c'est Anthony Chadwick de Webinar Vet et je vous souhaite la bienvenue à un nouveau podcast de VetChat. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Maria Castan et Miguel Moura Esteves. Aujourd'hui, ici en ligne, nous voulions évidemment vous avoir ici tous les deux parce que Maria de Purina, vous avez accompli un travail formidable sur la question de la santé mentale chez les vétérinaires. Je sais que vous venez d'organiser une conférence récemment et j'ai vraiment hâte d'en parler. Mais si cela ne vous dérange pas, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement à notre public, Maria et Miguel? Et puis après, on pourra plonger dans ce sujet extrêmement important. Merci Anthony, merci beaucoup de nous accueillir ici. Je m'appelle Maria Castan et comme vous pouvez le deviner à mon accent, je viens de l'Espagne. J'ai vécu à l'étranger pendant un certain temps. J'ai fait une formation de biochimiste et en fait, j'ai commencé ma carrière très loin du monde vétérinaire. J'ai donc travaillé avec des biologistes spécialisés dans les cheveux et la dermatologie. Et il y a 6 ans, j'ai commencé à travailler pour Nestlé Purina au siège ici à Barcelone. Et je fais partie des équipes qui s'efforcent de veiller au bien-être des vétérinaires, d'écouter leurs besoins et de rendre leur monde un peu meilleur pour eux. Merci de m'accueillir. Merci Maria. Et Miguel? Oui, merci pour l'invitation Anthony. Je voudrais juste que les gens comprennent pourquoi je suis ici pour parler de ces sujets. Je suis un vétérinaire de formation. J'ai donc travaillé quelques années en milieu hospitalier dans des cliniques de première ligne. J'ai ensuite travaillé quelque temps dans l'industrie pharmaceutique. Puis pour moi-même, pour mieux me comprendre, je pense, j'ai commencé à suivre une formation en PNL, la formation neurolinguistique, et c'est ainsi que j'ai découvert de nouvelles perspectives et des outils pour la communication et la gestion des émotions. Et en gros, je me suis rendu compte que j'aurais adoré disposer de ces connaissances lorsque j'exerçais. J'ai donc commencé à donner des formations en communication et en gestion des émotions, et cela s'est très vite transformé en un travail davantage axé sur la santé mentale, car lorsque l'on aborde tous ces sujets, eh bien, des choses remontent à la surface et les gens se confient. Et peu à peu, je me suis donc intéressée davantage à ce domaine. J'ai ensuite commencé ma formation de psychothérapeute aussi. Je suis en train de me reconvertir ou d'acquérir de nouvelles qualifications pour mieux aider les vétérinaires à gérer toutes ces difficultés qui se présentent. Ah, c'est fantastique. Miguel, souvent les gens réagissent en disant, parce que évidemment je n'exerce plus, mais j'organise des webinaires pour les vétérinaires et ils disent « Ah, donc tu n'es plus un vétérinaire ». Alors je pense que la formation que nous avons nous permet vraiment d'apporter quelque chose à la profession en faisant quelque chose de différent. Je suis partie à la recherche d'alternatives, à la formation en présentiel, et les podcasts et les webinaires. Et tu as fait la même chose en intégrant la PNL. Et comme tu es un vétérinaire et que moi aussi je suis un vétérinaire, nous pouvons comprendre les enjeux et c'était vraiment très difficile et coûteux pour moi de faire la formation, de faire toutes ces formations présentielles. À l'époque, il n'y avait pas des formations en ligne. Et cela m'a aidé et surprise, cela a aidé beaucoup de gens. Et je pense que c'est pareil pour vous avec la PNL. Vous avez constaté que cela vous aidait à mieux vous comprendre et puis vous avez compris que, en fait, par exemple, avec le Royal College au Royaume-Uni, lorsqu'un vétérinaire est convoqué devant le Royal College parce qu'il y a une plainte à son encontre, c'est généralement à cause d'un problème de communication. La communication est donc extrêmement importante et une fois que l'on reçoit une lettre du Royal College, bien sûr, cela n'aide pas non plus à la santé mentale. Alors, je pense que l'on pourrait parler aussi de ces problèmes-là. Et Maria, je suis fascinée parce qu'en tant que vétérinaire, je m'intéressais particulièrement à la dermatologie. Nous devrons donc poursuivre cette discussion hors ligne pour parler de dermatologie et de poils et tout ça parce que ce sera passionnant. Mais nous pourrions transformer cela en une discussion sur la dermatologie et je pense que nous sommes vraiment ici pour parler d'un sujet très important, donc je ne m'éloignerai pas trop du sujet. Maria, tu m'as parlé tout à l'heure de la conférence que tu viens d'organiser il y a quelques semaines qui portait essentiellement sur la santé mentale et tout ce que s'y rapporte au sein de la profession vétérinaire. Peux-tu nous en dire un peu plus pour le bénéfice des auditeurs sur les raisons qui t'ont poussé à organiser cet événement, puis peut-être comment cela s'est déroulé? Oui, en fait, on a beaucoup de chance car nous avons pu intervenir au Parlement européen le 4 mars sur la santé mentale des vétérinaires et porter ce sujet très important à l'attention des responsables politiques. Et grâce à Purina et à la marque ProPlan,
on a pu discuter avec des responsables politiques de haut niveau, mais aussi avec d'autres acteurs du secteur, des journalistes, des vétérinaires, des associations de premier plan, de la situation des vétérinaires, de la crise qu'ils traversent, des souffrances qu'ils endurent, ainsi que du manque de réglementation. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'un d'entre eux a déclaré « Je suis ici pour vraiment trouver des solutions car nous avons besoin d'une communauté vétérinaire qui maintenant souffre. » Et nous avons donc abordé le sujet pour discuter concrètement du bien-être mental et de la situation des vétérinaires en crise qui ne sont pas tous dans cette situation pour les mêmes raisons. Je ne dirais pas qu'il n'y a qu'une seule raison, il y a plusieurs raisons. Et ils se trouvent dans une situation où malheureusement le suicide est l'un des... Bon, vous savez, c'est une des professions où le taux de suicide est parmi les plus élevés, ce qui est vraiment très très triste, et cela nous préoccupe beaucoup. C'est pourquoi nous avons porté le sujet devant le Parlement pour nous assurer qu'il figure à l'ordre du jour, afin que nous puissions discuter des solutions et les trouver ensemble. Parce qu'il ne s'agit donc certainement pas d'une entreprise isolée, ni uniquement les politiciens, ni uniquement les vétérinaires qui peuvent y travailler. Je pense qu'ensemble, on doit trouver des solutions et discuter de ce sujet. Et Miguel, je crois que vous étiez à la conférence, n'est-ce pas? Quel a été votre point de vue sur la discussion qui a eu lieu entre les délégués? Oui, c'était très intéressant tout d'abord de comprendre qu'il s'agit d'un sujet pertinent et que nous avons réussi à atteindre vous savez, ce niveau de discussion. C'était donc très intéressant de voir toutes les différentes associations présentes expliquer ce qu'elles font de leur côté. Et parfois, dans ce genre de domaine. Vous savez que notre secteur n'est pas si vaste, mais on a un peu du mal à savoir qui fait quoi. Et c'était très bien vraiment de voir toutes ces différentes approches et de jeter les bases de peut-être collaboration future. Je pense pour moi que c'était très enrichissant, très intéressant de voir tout le monde se rassembler autour d'un même objectif. Et je pense que c'est la voie à suivre vraiment. Nous devons commencer à parler d'une seule voix et à changer les choses dans leur ensemble. C'était vraiment une discussion très intéressante et nous avons partagé tellement d'expériences à la fin que les gens se sont sentis poussés à expliquer ce que nous vivions ou ce à quoi on avait été confrontés par le passé. Encore une fois, c'était un espace très très intéressant qui a été créé au plus haut niveau et je pense que c'est le début de quelque chose de nouveau. Je pense que cela est très intéressant car vous avez parlé de discussion. Vous n'avez pas dit on avait eu un intervenant exceptionnel qui a fait un exposé formidable. Alors bien sûr, je suis sûre qu'il y en a eu, mais en réalité, c'était le groupe de pairs qui se réunit et qui comprend le problème. Vous savez, il y a peut-être des exposés qui apportent effectivement une nouvelle compréhension et il y a évidemment des experts dans la salle, mais à ce niveau instinctif, on comprend tout ça grâce à l'expérience. Je me souviens d'une conférence non vétérinaire où je devais prendre la parole. Alors que je montais sur la scène, j'ai reçu un SMS que je n'ai pas lu, mais j'ai senti ma poche vibrer. Je peux dire que c'est une cause d'augmentation du cortisol. Et je suis montée sur scène et quand je suis descendue, malheureusement, vous savez, quelqu'un que je connaissais très bien s'était donné la mort, un vétérinaire. Et le lendemain, j'en parlais sur scène et j'ai dit, vous savez, nous sommes tout simplement obligés de faire quelque chose. Nous devons voir comment nous pouvons régler ce problème. Et c'est évidemment multifactoriel. Nous n'allons pas le résoudre, vous savez, dans le cadre d'un podcast, mais je pense vraiment que c'est un sujet très important. Et rassembler les gens en tant que groupe de pairs plutôt que chacun agissant séparément est bien plus efficace qu'une conférence qui est d'un niveau très élevé. Vous savez, il y a beaucoup d'excellents intervenants, mais le risque avec la formation continue, c'est que l'on reparte sans jamais mettre en pratique ce que l'on a appris, alors que je pense que le groupe de pairs, j'organise une conférence, un forum de discussion sur la médecine vétérinaire et on parlait de l'élément le plus important de la conférence. Et pour moi, c'était en fait les liens qui se créent entre les participants et la manière dont ils peuvent, une fois la conférence terminée, continuer à entretenir nos relations et commencer à construire quelque chose. Comme vous le dites, il y a donc une approche commune. Ce ne sont pas des individus qui essaient de résoudre les problèmes, car ensemble, nous sommes plus forts lorsque nous travaillons ensemble que si nous essayons de résoudre ce problème individuellement. Donc, je veux vous dire tout d'abord, Maria, merci au nom des vétérinaires et bien sûr en mon nom propre à Purina de mener ce travail. Nous collaborons également avec Purina en Afrique du Sud sur notre
série consacrée au mindfulness, à la pleine conscience que nous avons lancée il y a 10 ans, mais qui reste vraiment très pertinente. Et souvent, on m'arrête lors de conférences et les gens me disent « Oh mon Dieu, vos travaux cliniques sont vraiment formidables, mais ce que vous faites sur la pleine conscience, sur le mindfulness a vraiment changé ma vie. Ça m'a permis de me détendre davantage pendant mes vacances. Je ne criais plus sur mes infirmières comme si c'était jamais acceptable. Vous savez que non, ce n'est pas le cas, mais nous avons vraiment besoin de ce genre de stratégie pour qu'en fait, dans un secteur où le respect est de mise, nous ne crions pas sur les gens. Ce n'est tout simplement pas acceptable, n'est-ce pas? Oui, tout à fait d'accord. Et c'est un peu triste que vous avez dit que vous y travaillez depuis 10 ans et maintenant continue d'avoir besoin de cette discussion, mais cela soulève vraiment la question suivante. OK, nous devons vraiment mettre fin à ce cycle où l'on se demande ce qu'il en sera dans 10 ans et on ne peut pas parler de avoir encore ce problème dans 10 ans. Je sais que tout ne sera pas résolu dans 10 ans, mais on doit travailler vers le bon sens, parce que ce n'est pas simplement une option de crier. Et moi, en fait, vous savez, l'OMV, moi j'étais perplexe lorsque l'OMV, l'Ordre des vétérinaires au Portugal, a déclaré au Parlement que 65% des vétérinaires portugais n'avaient pas été frappés tels quels, mais ils avaient subi des actes de violence agressive et de la violence, n'importe quelle forme à leur égard. Et pour moi, c'était comme si on ne pouvait pas s'engager dans cette voie. Il faut absolument que cela cesse. Et cette violence venait-elle de l'équipe interne ou des clients? Non, de la part des clients. Non, nous ne sommes pas si mauvais que ça. Non, mais ce qui n'est pas acceptable. Oui, non, mais tout ce qui se passe sur le lieu de travail peut aussi poser des problèmes, n'est-ce pas? Et vous savez, encore une fois, ce n'est pas parce que nous exerçons une profession de soins, cela ne devrait tout simplement pas arriver. En fait, Maria, vous avez fait, bien sûr, une enquête avant la conférence, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez abordé dans cette enquête et quels étaient les principaux résultats? Oui, en fait, nous avons mené cette enquête parce que nous voulions savoir quel était le problème. En fait, nous savions que c'est un problème multifactoriel, mais on voulait avoir des données pour étayer nos propos. Nous avons donc mené une enquête auprès de vétérinaires au Portugal, en France et en Italie, avec 640 en fait vétérinaires. Et en fait, ce que l'on a vu, c'est que 76% des vétérinaires se sentent émotionnellement dépassés par leur travail au moins une fois par semaine ou même plus souvent. Et ce qui est encore plus triste pour moi, c'est que 71% d'entre eux envisagent de quitter la profession. Alors nous savons à quel point les vétérinaires sont passionnés, que c'est vraiment une profession que l'on choisit parce qu'on aime les animaux, on aime son métier. Vous savez, c'est un peu comme les médecins, les infirmières, ce sont des professions de soins. Et ici, il y a cette détresse émotionnelle qui fait que les gens envisagent de quitter la profession ou même de ne pas la recommander aux jeunes. Et en fait, c'est tout à fait stupéfiant. Ça vous frappe de plein fouet de penser à tout ça. Et puis, tout le monde se dit, OK, j'ai besoin d'aide, je sais que les choses ne vont pas bien. Et heureusement, je pense que j'en parlais il y a 10 ans, je pense que quelque chose a changé parce que 78% d'entre eux recherchent ou demandent effectivement un soutien en matière de santé mentale ou bien-être. Donc, je pense qu'il y a un peu plus de prise de conscience et les gens sont plus enclins à demander de l'aide. Je pense que tout ça commence à changer. Mais tout de même, comme vous pouvez le voir, il reste un long chemin à parcourir, un travail considérable à accomplir dans ce domaine si plus de 3/4 d'entre eux ont encore besoin d'aller chercher un soutien psychologique. Et y avait-il une tranche d'âge sur laquelle vous vous êtes concentré ou s'agissait-il de personnes allant des jeunes diplômés à ceux proches de la retraite? Nous voulions avoir une vue d'ensemble pour comprendre quelles étaient les différences, pour voir si en fait il y avait des différences par âge ou par sexe. Nous voulions donc disposer d'une base suffisante pour analyser les données, dégager des significations. Pour être honnête, du point de vue démographique, nous avons constaté que cela concernait toutes les tranches d'âge. On sait que les femmes sont plus touchées parce qu'il y a plus de femmes dans la profession, donc naturellement, il y a donc plus de femmes. C'est pour cela qu'elles sont plus touchées. Et aussi parce que si l'on y réfléchit avec la maternité, tout ça, on sait que les mères peuvent être plus touchées en raison de la conciliation, vie professionnelle, entre la vie professionnelle et familiale. Mais
dans l'ensemble, c'était en quelque sorte très... En fait, il n'y avait pas beaucoup de variations en fonction de l'âge, du sexe, etc. C'est équilibré. Y a-t-il un risque que nous mettions nous-mêmes dans une situation de crise? Car évidemment, les enquêtes, ce genre de choses où la santé mentale reviennent souvent, les personnes qui ont l'impression de souffrir davantage voudront en parler davantage. Ce que nous avons essayé de faire chez Webinar Vet, c'est vraiment de raconter des histoires positives et d'encourager les gens à penser d'une manière plus positive, à faire des preuves de résilience. Miguel, j'aimerais connaître votre avis sur le fait, à tort ou à raison, nous ne parlons pas beaucoup du suicide sur le site parce que nous voulons encourager les gens en leur montrant qu'il existe des solutions, d'autres façons de voir les choses, etc. Est-ce que c'est la bonne approche? Pouvez-vous me donner une idée d'un point de vue de la PNL, de la manière dont nous pourrions peut-être résoudre certains des problèmes dont Maria a parlé? Oui. Je ne pense pas pouvoir vous donner une vraie solution, disons. Une solution à proprement parler, bien sûr, mais il y a certaines choses que nous pouvons faire et la recherche est claire sur un bon nombre de ces approches. Nous savons désormais que les approches organisationnelles ont tendance à donner des résultats plus rapides, par exemple, que de se concentrer sur la formation individuelle et le renforcement de la résilience individuelle. Il existe donc des mesures pratiques très simples qui peuvent être mises en œuvre au sein des organisations, notamment dans les cliniques et les hôpitaux. L'une d'entre elles, par exemple, qui est étonnamment rare, consiste à organiser régulièrement des réunions d'équipe. Et je ne parle pas de discussions de cas, ni même de clubs de lecture, mais de véritables réunions d'équipe où les gens peuvent réellement parler de tout ce dont ils ont besoin de parler. Et bien sûr, chaque fois que je travaille avec le centre, avec les hôpitaux, les cliniques, parfois ils me disent « Ah oui, on faisait ça avant, mais ensuite ça a été mis de côté à cause de ceci ou cela. » Et il est donc très difficile de maintenir cette pratique et de trouver quelqu'un ayant les compétences pour animer ce genre de travail, car cela peut très vite dégénérer. On a un scénario de reproche et tout ça. Donc, vous savez, des conseils spécifiques comme ceci peuvent aider les cabinets d'un point de vue organisationnel à mettre en œuvre certaines stratégies. Mais il existe de nombreuses stratégies à mettre en œuvre à une échelle plus globale. Bien sûr, il y a des politiques relatives au droit du travail. Il y a aussi la reconnaissance des vétérinaires en tant que professionnels de la santé. Il y a donc beaucoup de choses que l'on peut faire collectivement. Mais en tant qu'organisation individuelle, il y a tout un ensemble de petites mesures que l'on peut prendre et certains chercheurs proposent effectivement des idées. Si vous commencez à creuser un peu, il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en œuvre. Je pense que si je repense à l'époque où j'ai obtenu mon diplôme en 1990, nous assurions nous-mêmes nos gardes. En fait, j'ai ouvert mon cabinet en 1997 et les 2 premières années, j'assurais moi-même la plupart des gardes et on ne se rend pas compte du stress que cela représente tant qu'on ne le fait plus. Et puis, bien sûr, la génération plus âgée regarde la nouvelle génération et dit « Eh bien, vous ne faites plus garde, vous savez, les choses sont plus faciles, etc. etc. » Et je n'exerce plus aujourd'hui, mais j'entends encore parler de ça. Et c'était certainement le cas quand j'exerçais. On arrive à la fin de la journée, on se rend compte qu'on n'avait pas pris le temps de boire un café, on n'avait pas déjeuné. En fait, on n'avait même pas été aux toilettes de toute la journée. Désolée de ramener ça à un niveau aussi basique, mais si vous ne pouvez pas prendre vos pauses physiologiques, les pauses bio, comme les appellent les Américains, eh bien, si on ne peut pas couvrir l'essentiel, on est trop occupé. En fait, moi, j'ai travaillé un peu de stage, travaillé un peu en tant qu'étudiant, puis en tant que vétérinaire à la PDSA, une association caritative qui s'occupe des animaux, des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ils avaient l'habitude de fermer la porte à 9h45 jusqu'à 10h30 et tout le monde prenait un café ensemble et parlait un peu et puis ils recommençaient à travailler. Mais tout le monde avait un peu cette petite heure aussi de pause déjeuner et je pense que ces éléments de base sont très importants. Si on est en train d'avoir un burn-out, si on n'a rien dans notre réservoir, on ne peut rien donner aux gens. Donc il faut d'abord remplir notre réservoir pour pouvoir aider les autres, n'est-ce pas?
Oui, c'est drôle que vous mentionniez le PDSA parce que j'ai fait un stage au PDSA à Aberdeen et je connais cette expérience. J'étais étonnée de voir qu'en milieu de la matinée, ils s'arrêtaient, ils montaient à l'étage, ils mangeaient un morceau de gâteau et discutaient tranquillement. Et cela dans un contexte qui est assez difficile car nous n'avons pas beaucoup de ressources et la plupart des gens ne comprennent pas vraiment ce que l'on dit. C'est donc très très stressant, c'était un contexte très stressant. Et les gens étaient heureux, calmes, et vous savez, parce qu'ils avaient ces pauses et c'était sacré. Et donc, ce genre de choses, ce n'est pas si difficile à mettre en place, mais je pense que cela revient à la dimension vocationnelle de notre profession. Nous avons l'impression que c'est d'une certaine façon notre vocation, et cela devrait l'être évidemment, mais cela ne peut pas être toute notre vie. Et nous avons besoin de faire ces pauses. Vous l'appelez comment, les pauses bio? C'est des pauses bio? Oui, des pauses bio, c'est ça, oui, désolé. Oui, les pauses bio, c'est une façon très polie de le dire, mais nous devons établir certaines limites que notre vocation ne peut pas franchir. Oui, et cela commence souvent aussi avec le patron, parce que si le patron ne le fait pas lui-même ou elle-même, cela ne donne pas l'autorisation et les gens se sentent coupables en disant non mais j'ai arrêté pendant 10 minutes pour remettre mes idées en place, prendre un petit café parce que j'ai vécu une euthanasie difficile ou autre chose et j'ai juste besoin de 5 ou 10 minutes. Et si cela n'est pas intégré d'une manière ou d'une autre au système, bien sûr, ce sont eux en particulier, je pense, qui souffrent. Mais lorsque je pense par exemple aux les jeunes vétérinaires, je me rappelle il y a 2 ans, j'étais à une conférence et une jeune vétérinaire qui était là, qui venait d'obtenir son diplôme. Elle avait redoublé une année parce qu'elle devait cumuler plein d'emplois parce qu'elle n'avait pas de parents riches. Et donc, elle a échoué ses examens, elle a redoublé une année. Et puis, elle avait 3 amies qui avaient 1 an de plus qu'elle. Et l'une avait eu une dépression nerveuse, les autres avaient quitté la profession. Donc je me dis que lorsqu'on parle de rotation du personnel et des gens qui partent et qui menacent de quitter la profession, je me demande, et je ne sais pas si cela a été confirmé par la recherche, Maria, par votre enquête, mais est-ce que ce sont les 5 premières années qui sont cruciales pour amener les gens à... Bon, vous savez, une grande partie de ce que l'on fait, c'est plutôt facile d'un point de vue technique. Vous voyez, c'est la façon de faire les choses. 20% des tâches sont faciles et puis après deviennent faciles, comme par exemple, je ne sais pas, la stérilisation d'un veau, la castration d'un chien, l'administration d'un vaccin, le vidage de glandes anales. Ce sont des choses faciles à faire une fois que vous avez acquis l'expérience. Alors, avez-vous constaté, ou l'enquête a-t-elle pu vous donner une indication sur le fait que la plupart des départs ont lieu au début de la carrière ou bien que cela se produit à tous les niveaux? En fait, non, pas dans l'enquête elle-même, mais nous avons longuement étudié les différentes phases de la carrière des vétérinaires. Comme vous le disiez, par exemple, au début, lorsqu'on vient de sortir de l'université par rapport à quand on a déjà beaucoup d'expérience, quand on a des années de pratique derrière soi et qu'on est plus à l'aise, que l'on est plus sûr de soi et on a plus de savoir-faire. Et ce que l'on a vu, c'est que, en fait, je ne sais pas comment l'appeler, ce n'est pas une dépression, mais c'est une sorte de creux où l'on descend dans ce creux où vraiment les choses tournent vraiment mal. C'est quand on sort de l'université et que l'on vit le premier décès d'un animal, n'est-ce pas? Un animal meurt sur votre table d'examen et vous devez faire face au propriétaire. Ou quand vous recevez votre premier appel d'urgence et vous êtes au milieu de la nuit et que vous ne pouvez rien faire pour l'animal et que vous appelez tout le monde et que vous êtes tout seul, que faire maintenant? Ou par exemple lorsque vous êtes épuisé après 24 heures de garde et puis après vous devez travailler encore 8 heures d'affilée parce que c'est votre travail du quotidien. Je pense que c'est là que ça nous frappe vraiment en tant que vétérinaire et on se dit oh mon Dieu, j'adore les animaux, mais est-ce que ça c'est vraiment ma vie? Comment vais-je faire face à ça? Et ce que l'on a vu, c'est que à l'université vétérinaire, je peux en parler un peu parce que quand j'ai étudié la biochimie, en fait, j'ai suivi beaucoup de cours sur la nutrition animale et j'ai appris l'anatomie, etc. à l'université vétérinaire. Et on ne nous apprend pas comment faire face à ce genre de situation. On ne nous donne pas de ressources émotionnelles ou d'outils pour y faire face. Comme vous le dites, on vous apprend à maîtriser parfaitement n'importe quel type de chirurgie ou d'anatomie ou, je ne sais pas, n'importe quelle maladie animale. On peut tout trouver dans n'importe quel livre. On peut demander à n'importe qui. On sait comment le faire. Mais comment faire face aux difficultés
comme la détresse émotionnelle, ou comment annoncer une mauvaise nouvelle à un propriétaire d'animal, ou comment gérer ce genre de situation difficile. C'est là que je pense qu'il faut vraiment aider aux plus jeunes vétérinaires pour assurer qu'ils sont bien préparés, parce que sinon, c'est là qu'on touche le fond et on a vraiment l'impression de ne plus pouvoir continuer. On se dit, j'ai la passion, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est là que les questions surgissent. Et ces questions, d'après ce que nous avons vu dans les résultats de l'étude, ces questions du genre qu'est-ce que je fais ici, on peut les dissiper si on trouve un endroit où vous êtes heureux, vous avez des collègues qui vous font sentir bien, mais il y a des gens qui disent non, je suis vraiment désolée, j'abandonne parce que ça n'en vaut pas la peine. Je suis une personne, je dois payer mes factures, parfois ça ne me suffit même pas à payer les factures, vous savez, la détresse émotionnelle est tellement forte que ça n'en vaut pas la peine. Donc c'est un peu comme ça, et je dirais que 2 à 3 ans après avoir quitté l'école vétérinaire, c'est là que tu dois vraiment faire face à, tu as eu des bourses et on te propose une autre, mais tu n'as pas vraiment un emploi à temps plein, et si tu as cet emploi à temps plein, vous êtes très mal payé, alors que faites-vous? C'est là que ça nous frappe vraiment. C'est ça fait 2-3 ans que l'on a fini nos études. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et c'est là que je pense que les vétérinaires ont besoin d'aide. Au Royaume-Uni, nous venons de passer par un processus avec la Commission de la concurrence, et je pense donc que les vétérinaires se sentent aussi un peu malmenés parce que dans la presse, on dit que les vétérinaires facturent trop pour leurs services, et nous savons tous combien il coûte réellement de gérer un cabinet avec tout l'équipement dont nous disposons, toute l'équipe auxiliaire dont nous disposons souvent sans faire de bénéfices. Vous savez que quand je gérais mon propre cabinet, les bénéfices se situaient généralement à un chiffre, ce n'était donc pas une organisation extrêmement rentable. Et puis après, on vous dit vous faites ça pour l'argent. Et vous savez, les personnes qui sont en première ligne, vous savez, normalement, elles ne sont pas bien payées, surtout pas autant que les médecins, les dentistes ou les avocats. Alors, comment est-ce que l'on peut contourner tout ça? Je me tourne vers vous, Miguel, de manière un peu injuste pour trouver toutes les solutions. Je suis désolée. Oui, je dis généralement que je n'ai pas de solution, mais je pense qu'il est important d'en discuter. Maria a abordé de nombreux sujets qui, selon moi, montrent que nous devons changer en tant que collectif, on doit changer en tant que secteur. Et les diplômes universitaires évoluent, et je suis une personne de nature très optimiste, mais j'ai constaté dans mes recherches que les choses changent. Il y a beaucoup d'universités qui intègrent désormais des compétences en communication et gestion des émotions et cherchent à la mettre en pratique. Parfois, certaines approches fonctionnent mieux que d'autres. Nous devrions trouver une approche universelle pour tout ceci. Je ne pense pas, en fait, je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que nous devons au moins définir des normes à suivre, car la réalité du terrain et ce que nous apprenons à l'université sont deux choses complètement différentes. C'est pourquoi ce que dit Maria est si vrai, parce que les gens entrent dans le métier, ils sont très enthousiastes, et moi je suis passée par ça. On est très enthousiaste, on travaille, on fait notre boulot, on s'en sort, mais ensuite les choses s'accumulent et on n'a aucun moyen de gérer ça. Et puis, tu en as parlé tout à l'heure du fossé générationnel. On voit souvent, par exemple, que cette nouvelle génération est qualifiée de peu résiliente ou pas assez forte. Et nous avons des vétérinaires plus âgés, plus expérimentés, qui possèdent toutes ces connaissances qu'ils pourraient en fait partager. Des programmes de mentorat pour les jeunes vétérinaires au sein de l'organisation devraient être la norme et obligatoire pour toute organisation qui a besoin de recruter de nouveaux collaborateurs. Parce que j'ai eu cette chance, j'ai eu un mentor à mes débuts, j'ai donc pu me tourner vers elle quand j'étais en crise, parce que je me sentais mal, mais la plupart de mes amis et collègues de cette profession n'ont pas eu cette chance. Et donc, les premières années peuvent être vraiment anéantissantes pour la carrière si l'on ne dispose pas d'un système de soutien. Au Royaume-Uni, nous avons le système VEP, GP, GDP du Royal College qui est un système de soutien s'il fonctionne correctement. Et puis, bien sûr, nous avons VetLife qui est une association caritative. J'en suis membre à vie. Il s'agit d'une ligne d'assistance téléphonique pour les personnes en difficulté. Existe-t-il des systèmes similaires dans les pays que vous avez étudiés, je veux dire des systèmes semblables? J'allais en fait parler de la situation au Portugal, car notre association nationale a créé ce type d'outils.
pour les gens, pour qu'ils puissent l'utiliser. Mais j'ai discuté avec le président il y a quelques mois et il m'a dit que les résultats n'étaient pas vraiment exceptionnels. Les gens ne se manifestent donc pas vraiment, ce qui nous amène à notre sujet, à savoir la stigmatisation liée à la santé mentale et les raisons pour lesquelles les gens ne se manifestent pas. Car c'est un phénomène très présent. C'est intéressant de constater que lorsqu'on demande aux gens si le secteur a besoin d'aide en matière de santé mentale, la réponse est un oui catégorique. Mais lorsqu'on pose la question à un individu, avez-vous besoin d'aide? Le taux de réponse est très faible. Donc c'est curieux de voir comment on perçoit le secteur comme étant en difficulté, mais quand il s'agit de soi-même, on ne se sent pas capable ou parfois les gens pensent qu'ils sont faibles, s'ils doivent demander de l'aide. Cela soulève donc une autre question. Que faisons-nous pour aider les gens à obtenir ce dont ils ont besoin, vous savez? Si ce n'est pas par le biais des lignes d'écoute, où pouvons-nous aller? Que pouvons-nous faire? S'agit-il de contenu en ligne qu'ils peuvent consulter dans l'intimité de leur foyer? On doit penser à des stratégies pour que les gens puissent vraiment accéder à ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. J'ai constaté la même chose lorsque nous avons organisé le cours de pleine conscience avec le Royal College. Si vous devez faire cela dans une petite salle communale où tout le monde est allongé ou autre, vous savez, avec un groupe de personnes, cela peut être évidemment quelque chose que les gens peuvent aimer, mais ça peut être aussi gênant parce que, comme vous le dites, les gens ne veulent pas admettre leurs faiblesses. Mais c'est comme ça. Alors que, comme vous le dites, le faire en privé, vous savez, parfois, évidemment, en groupe, c'est bien d'avoir aussi l'encouragement des pairs, mais au premier stade, parfois, avoir ce temps pour réfléchir. Je suis justement en train de lire Atomic Habits, les habitudes atomiques, parce que j'ai certaines habitudes dont je dois me débarrasser. Et tu sais, le livre me donne en fait de très bonnes stratégies pour créer de bonnes habitudes. Donc pour moi, tu vois, c'est bien pour moi de pouvoir vraiment y réfléchir de manière plus cérébrale. Et j'ai besoin de temps pour assimiler tout ça, puis commencer à mettre certaines de ces choses en place. Évidemment, pour des problèmes plus graves, vous savez, on peut avoir besoin d'une aide professionnelle ou de faire partie d'un groupe, etc. Maria, qu'en penses-tu? Est-ce que l'Espagne dispose-t-elle de lignes d'assistance et d'aide similaires pour les vétérinaires? Non, non, pas vraiment. En fait, je parle pour l'Europe au complet. Évidemment, ça dépend du pays, on a des systèmes différents, mais comme l'a dit Miguel, dans les pays où il y a une ligne d'aide, elle n'est pas très utilisée. Et dans d'autres, ils n'ont même pas la ligne d'aide parce qu'ils n'y accordent pas d'importance. Tu sais, avoir un service d'aide coûte cher, donc ils ne disposent pas de ce type d'aide. Ce que nous avons constaté à travers la campagne et nos recherches de longue date pour comprendre quelle serait la meilleure façon d'aider, c'est que la situation présente deux aspects. Le premier est que nous devons également sensibiliser la communauté des propriétaires d'animaux de compagnie. Je pense qu'il s'agit d'un sujet plus large, qui ne concerne pas seulement les vétérinaires, mais comme vous le dites très justement, le coût de la vie, le coût de chaque fois que l'on visite le vétérinaire et les tarifs pratiqués. Parce que tout le monde croit que les vétérinaires sont riches, mais c'est tout le contraire. Je n'ai jamais vu, et j'ai parlé à des dizaines de vétérinaires, un seul vétérinaire qui soit vraiment riche grâce à son métier. Et il y a peut-être une autre raison que j'ignore s'ils sont devenus riches, mais pas parce que c'est des vétérinaires. Cependant, je pense que le problème, c'est que nous ne sommes pas très conscients chaque fois que nous allons chez le médecin de ce que cela coûte. Si on fait, par exemple, je ne sais pas, une intervention chirurgicale, etc., on n'est pas conscient de ce que ça coûte pour les humains, mais lorsqu'on doit payer chez le vétérinaire, on a des coûts énormes, mais ce serait pareil pour les êtres humains. Avec les êtres humains, ce serait très semblable. Alors, je pense aussi que l'on doit éduquer les consommateurs pour qu'ils comprennent que les vétérinaires ne sont pas en opposition avec les propriétaires d'animaux. En réalité, nous essayons tous d'aider l'animal, voyons quelle est la meilleure solution et nous sommes tous du même côté. Ce n'est pas... c'est en fait faire de la sensibilisation et je pense que si les propriétaires d'animaux pouvaient faire preuve de plus d'empathie face à la situation, je pense que la pression sur les vétérinaires diminuerait aussi. Donc pour moi, c'est un des aspects. Et comme vous le disiez, c'est aussi qu'est-ce que l'on peut créer, qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour lorsqu'on est chez soi, les nuits solitaires, ou pas si solitaires, mais quand on a vraiment envie
d'aide et j'ai mon ordi, je dois lire quelque chose, qu'est-ce que je peux voir? Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les outils que j'ai à la portée de la main? Qu'est-ce que je peux consulter? Donc pour moi, ce sont les deux aspects. On peut aider les vétérinaires, mais je crois sincèrement que ce n'est pas suffisant si les propriétaires d'animaux n'ont pas cette prise de conscience ou ne font pas preuve d'empathie à cet égard. Et l'une des recherches que nous avons menées avant de tout ceci, parce qu'au début, on se demandait, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que les gens ne montrent pas plus de gratitude? Pourquoi les gens ne disent pas merci? C'est très simple en fait. Et curieusement, nous avons mené une enquête auprès de plus de 1500 consommateurs à travers toute l'Europe, donc le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, les pays principaux de l'Europe, et on leur a demandé, est-ce que vous êtes reconnaissant ou dites-vous merci à vos vétérinaires ou pourquoi est-ce que vous ne dites pas merci? Et 70% ont dit non, non, non. Moi, je dis merci. Chaque fois que je vais chez le vétérinaire, je dis merci. Mais ensuite, on a creusé un peu plus. Pourquoi est-ce que les vétérinaires n'entendent pas ce merci? Et en fait, ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'il s'agissait d'un merci verbal, rien de plus. La même chose que l'on dirait à la caissière du supermarché, un merci poli exactement. Mais personne, ou moins de 20%, je ne vais pas dire personne parce que c'est très injuste, mais moins de 20% des consommateurs, des propriétaires d'animaux, prendront le temps de le faire vraiment. Et je ne dis pas qu'il faut envoyer un cadeau. Certains l'ont fait, hein, c'est formidable. Mais juste un merci, un vrai merci. Merci d'avoir pris soin de mon animal ou de ce membre de ma famille. Et ce remerciement sincère, on ne l'a pas vu. Et si vous vous contentez d'un remerciement de pure forme, d'un remerciement par politesse, les vétérinaires vont garder en tête cette personne impolie qui se plaint plutôt que d'entendre le remerciement. C'est ça ce qui va rester gravé dans son esprit, la personne qui me bousculait ou qui me traitait mal parce que je facturais trop cher. Ils ne vont pas entendre le merci. Et 80% d'entre eux cherchaient un peu plus de gratitude, un peu plus de reconnaissance, oui, de connexion émotionnelle de la part des propriétaires d'animaux. Et pour eux, ça représente tout ça, n'est-ce pas? Cette petite action, ça veut vraiment beaucoup dire, c'est très important. Parfois, ce petit merci, et je vais dire quelque chose de très personnel, mais moi, depuis que je travaille ici, je fais plus attention à dire merci aux gens autour de moi. Pas seulement les vétérinaires, mais aussi, vous savez, lorsqu'on va chez le médecin, on dit vraiment merci, parce qu'on ne sait pas ce que les gens traversent. Et un merci peut vraiment faire la journée de quelqu'un. Donc voilà. Je crois que je vois derrière vous, est-ce qu'il y a écrit merci derrière vous? Ah, c'est charmant, c'est fantastique. Je dirais, Maria, que les chatons que j'ai adoptés lors de la pandémie il y a 6 ans, je n'exerce plus en tant que vétérinaire et ma femme est allergique aux chats. Donc on ne pouvait pas avoir d'animal de compagnie, ce qui, quand on est vétérinaire, c'est toujours la troisième question qu'on nous pose après. Quel métier merveilleux. La deuxième, c'est mon chat a des croûtes, que dois-je faire en tant que dermatologue? Et puis après, ils nous demandent combien d'animaux de compagnie avez-vous? Et moi je réponds, je n'ai pas d'animaux de compagnie. Et ils s'en vont et ils disent, ce n'est pas un vrai vétérinaire. S'il n'a pas d'animaux de compagnie, ce n'est pas un vétérinaire. Alors je suis vraiment très reconnaissant envers LiveClear. Ah, d'accord. Ça a remarquablement bien fonctionné. Ma femme, qui était très ambivalente et qui n'aimait pas vraiment les chats, ne s'intéressait pas du tout aux chats. Maintenant, regarde des vidéos de chats et est devenue, sans vouloir offenser personne, une vraie folle des chats. Vraiment une femme qui est devenue folle pour les chats. Elle s'est transformée en cette femme qui adore les chats. Donc ça, c'est vraiment grâce au formidable travail que vous êtes en train de faire avec ProPlan et LiveClear. Même si, bien sûr, le fait de caresser un chat est vraiment très très bon pour la santé mentale, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup. Tout ce que je dirais d'un point de vue biblique, c'est que Jésus a guéri 10 lépreux et qu'un seul est revenu lui dire merci. Alors peut-être qu'il montrait en quelque sorte, sous forme d'enquête, que les gens ne sont pas parfois si reconnaissants que ça, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en général, vous savez, en fin de compte, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit l'un des plus positifs. Je pense que parfois, un merci, ça peut peut-être sembler prétentieux, mais ça sauve des vies, un merci. Et c'est très facile à faire, c'est très simple à faire. C'est pour cela que de notre côté, du côté de Proplan, nous voulions simplement lancer cette campagne. Merci aux professionnels vétérinaires et non seulement pas de notre côté, où nous créons des ressources, nous travaillons avec Miguel Moura, nous travaillons aussi avec d'autres associations pour vraiment créer des ressources, mais aussi pour inciter un peu les propriétaires d'animaux à reconnaître un peu plus l'importance de dire merci, car c'est quelque chose de très facile, c'est gratuit, et cela peut vraiment aider tant de gens. C'est vraiment charmant, Maria, c'est très important. Nous allons maintenant passer la parole à notre expert en PNL qui va nous expliquer pourquoi c'est également important du point de vue de la linguistique neurologique et des circuits cérébraux. De dire merci, cela provoque aussi une poussée de cytocine, cela provoque toutes sortes de réactions hormonales et neuronales. Quand quelqu'un nous dit quelque chose de gentil, nous avons tous besoin d'être félicités de temps en temps. Quand d'entre nous on est au-dessus du besoin d'être félicité, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, absolument. Et si ce remerciement vient sincèrement des propriétaires d'animaux, parce que bien sûr, en tant qu'entreprise, on peut faire des choses incroyables, elles sont incroyables, le merci et tout ça. Mais lorsqu'on parle avec les vétérinaires, ils nous disent, c'est super que vous disiez merci, mais ça ne signifie pas grand-chose si ce ne sont pas les propriétaires d'animaux qui nous disent merci. Parce que c'est avec eux que je dois travailler. C'est avec eux avec lesquels j'ai des problèmes. Je n'ai pas de problème avec les entreprises. En fait, j'ai des problèmes avec les propriétaires, vous savez. Donc, il faut vraiment parler de l'attitude, de la gratitude. Oui, répandre la joie, sans aucun doute. Miguel, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, non, je vous écoutais, je me disais qu'au final, nous sommes une espèce sociale, nous sommes des animaux sociaux. Et après les recherches sur la santé mentale, il est primordial d'avoir une bonne vie sociale et de bonnes relations avec les personnes avec lesquelles on travaille, les personnes avec lesquelles on côtoie tout au long de la journée. C'est un des éléments qui protège le plus notre santé mentale. Donc, tout ce qui peut renforcer ce lien entre les êtres humains, comme les compétences en communication dont nous parlions, va améliorer le quotidien des vétérinaires, bien sûr. Et je me souviens que dans mon cabinet, lorsque je recevais un vrai remerciement, cela me rendait heureux pour toute une semaine, car, par exemple, je serais plus résilient face à tout ce qui pouvait arriver. Donc, ce genre d'initiatives, comme le disait Maria, sont fondamentales pour sensibiliser les propriétaires d'animaux de compagnie au fait qu'ils doivent reconnaître que les vétérinaires traversent des moments difficiles. Il faudrait aussi peut-être leur montrer les chiffres, vous savez, les idées suicidaires et toutes ces données concrètes qui sont difficiles à accepter pour nous et qu'ils devraient peut-être être un peu plus présents et davantage à l'esprit des propriétaires d'animaux de compagnie, car au final, si vos interactions sociales sont bonnes tout au long de la journée, vous serez beaucoup plus résilient si quelque chose de mauvais arrive au cours de votre semaine ou de votre mois. Oui, je pense que nous pourrions parler encore longtemps, mais pour conclure, je serais vraiment très intéressée par ce vaste sujet qu'est One Health, une santé. Vous savez, on parle de santé humaine, on parle de santé animale, on parle de santé environnementale, un sujet qui nous passionne beaucoup dans tous ces domaines. Mais la santé mentale est souvent ignorée. Vous savez, si quelqu'un se casse une jambe au Royaume-Uni, cette personne est admise à l'hôpital rapidement et se fait soigner. Mais si quelqu'un a une dépression nerveuse, il peut falloir des mois et des mois avant qu'il ne soit pris en charge. Vous savez, c'est au Royaume-Uni, je ne peux évidemment pas me prononcer sur d'autres pays, mais comment pouvons-nous aborder cela de manière beaucoup plus holistique afin que, dans le cadre de One Health, nous intégrions aussi la santé mentale ainsi que la santé physique des humains, des animaux de la planète. Je m'adresse à vous en premier, Miguel. Oui, je pense que si l'on considère le rôle que jouent les vétérinaires dans notre société, il est très clair que nous devons nous pencher sur cette question très rapidement, car nous, en tant que vétérinaires, on a tendance, ou en général la population pense que les vétérinaires sont simplement des vétérinaires de petits cabinets ou de grands vétérinaires spécialisés dans les grands animaux. Mais nous avons aussi des vétérinaires dans la sécurité alimentaire, l'inspection alimentaire, les vétérinaires dans la recherche et le développement. Nous avons des vétérinaires dans toutes sortes de rôles. Nous avons vu avec la pandémie de la COVID, l'importance de contrôler, de surveiller les zoonoses, par exemple. Et donc,
Si nous perdons cette profession d'une certaine manière, bien sûr que je vais vers le catastrophisme ici, mais si ces professionnels ne sont pas en bonne santé mentale et qui ne travaillent pas correctement, nous aurons des perturbations dans les chaînes alimentaires, nous aurons des perturbations dans la lutte contre les maladies. Donc au final, je pense que la société s'effondrerait lentement en quelque sorte. Donc, si l'on considère cela sous cet angle, je pense que les vétérinaires occupent une position de passerelle entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Il est donc assez étrange que les discussions sur la santé unique n'incluent généralement pas les vétérinaires de nos jours. Et je pense que cela commence à changer et l'aide apportée par des entreprises comme Pauline a fait évoluer la situation assez rapidement, pour être honnête. Donc, ce que nous souhaitons, c'est de voir les vétérinaires au cœur de ce type de discussion, car sans eux, beaucoup de choses ne fonctionneraient pas dans notre société. Je pense donc que c'est cette approche qui pourrait réellement donner de la force à cette vague de changement. Et Maria, pour conclure, peut-être, je pense qu'il nous faudrait encore 2 ou 3 sessions de ce type, car il y a beaucoup de sujets que l'on pourrait aborder. Mais Maria, juste une réflexion personnelle de votre part, mais je suppose qu'en regardant Purina en tant qu'entreprise, comment voient-ils eux aussi tout ce casse-tête de One Health? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, Miguel. Il est clair que nous devons absolument inclure les vétérinaires dans l'approche One Health. Il est étonnant qu'ils ne en fassent pas partie et comme l'a dit Miguel, je ne pense pas que ce soit un effet immédiat, mais il y aura certainement un effondrement si nous ne nous occupons pas des vétérinaires et si nous ne veillons pas à ce qu'ils aient une bonne santé mentale. Parce qu'en fait, lorsque on a eu la pandémie, il y avait beaucoup plus d'animaux de compagnie, ils ont fait leur apparition dans les foyers, mais il y a plus d'animaux de compagnie, mais le nombre de vétérinaires est resté le même, voire a diminué. Alors, comment font-ils avec tout ça? Ils ont plus de stress, plus de charge de travail, mais moins d'aide. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Miguel. Ce serait un effondrement lent, mais il y aura un effondrement et nous devons agir. C'est pourquoi nous étions si fiers et si heureux d'aborder le sujet du bien-être mental au Parlement, car nous pensons sincèrement, et on en parlait au début, nous devons agir ensemble, on doit faire quelque chose ensemble. Ce n'est pas l'affaire d'une seule entreprise ni d'une seule personne. C'est un effort commun avec les responsables politiques et nous devons assurer que les vétérinaires sont inclus, que l'on trouve des solutions et que l'on trouve un espace où ils peuvent s'épanouir. Et comme nous l'avons déjà dit, il n'y a pas une seule solution magique, ce n'est pas une chose ultra rapide qui va se produire du jour au lendemain. Mais nous devons commencer à agir ainsi. Lorsque nous en reparlerons dans 10 ans, on pourra avoir une discussion complètement différente et expliquer comment est-ce que les vétérinaires se trouvent dans une meilleure position qu'auparavant. Alors Maria, si je ne te vois pas avant, je te reverrai en 2036 et nous ferons le... Non, j'espère te voir avant. J'espère te voir avant. Bon, Maria, merci beaucoup. Je veux dire, c'est un sujet qui me tient aussi au cœur quand on entend parler de personnes en difficulté, de toutes ces choses dont nous avons parlé en tant que vétérinaires et en tant que vétérinaires plus âgés qui souhaitent vraiment aider, car c'est un fait, en fait, c'est un des meilleurs métiers au monde aussi. On peut vraiment faire que ce soit un métier génial et c'est donc très important lorsque j'entends que les jeunes vétérinaires partent après 1 ou 2 ans, après avoir étudié pendant 5 ans et toutes les autres choses qui peuvent arriver. C'est vraiment très important que nous essayions de comprendre pourquoi cela se produit, mais aussi de mettre en place des solutions. Et Miguel, tu étais un peu dur avec toi-même parce que je pense que tu as clairement des solutions que tu es déjà en train de mettre en place. Et tu sais, de mon point de vue, il vaut mieux d'allumer une bougie que de maudire l'obscurité. Et donc, si nous faisons 1 ou 2 choses qui épargnent à quelques personnes, tu sais, les traumatismes psychologiques qui peuvent facilement être évités, alors aucun de ces efforts n'est jamais en vain. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Alors, merci beaucoup du fond de mon cœur, Maria. Je ne sais pas très bien comment on dit ceci en espagnol, mais de mi corazón, du fond de mon cœur, exactement. Et Miguel, tu sais, je tiens également à vous remercier tous les deux pour le travail que vous accomplissez et bien sûr Purina pour le soutien qu'ils apportent à la profession.
J'apprécie vraiment vos efforts et j'espère que les personnes qui nous écoutent tireront quelque chose de ce podcast. Et nous pouvons peut-être aussi, sous le podcast, indiquer des ressources vers lesquelles nous pouvons les diriger. Nous avons quelques ressources sur WebinarVet. Je sais, Maria, que tu en as aussi. Tu sais, on peut les mettre en contact avec ces ressources comme VetLife au Royaume-Uni, mais bien sûr aussi la ligne d'assistance au Portugal. N'importe laquelle de ces ressources, on va essayer de les mettre sous le podcast pour que les gens aient des endroits où aller, que ce soit en personne ou par téléphone ou autre, parce que les gens ne devraient pas souffrir seuls. Vous savez, un problème partagé est toujours un problème réduit de moitié, n'est-ce pas? Oui, tout à fait d'accord. Nous partagerons toutes ces ressources, bien sûr, pour que vous puissiez les y trouver et que les gens puissent les consulter et nous contacter, c'est certain. Muchas gracias. De nada. Et hasta luego. J'espère qu'avant 2036. Oui, espérons-le avant. Merci beaucoup, merci à vous deux. Prenez soin de vous. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et à bientôt sur un podcast au webinaire vétérinaire.